En 1980, débute une vague de décès inexplicables parmi les bébés aux soins intensifs d'une pouponnière. Les enquêteurs soupçonnent bientôt une jeune infirmière. Meurtre ou décès, ado si mystère. Lorsqu'une hystérie collective s'empare de toute une communauté, que la presse alimentée par une furie populaire exige rapidement un coupable, il faut espérer ne pas faire partie de la liste des suspects. Il est un peu plus de 3 heures du matin. À la lumière tamisée des unités 4A et 4B de l'hôpital pour enfants malades de Toronto, les bébés de la pouponnière, situés près du poste des infirmières, dorment à point fermé. L'une de ces petites patientes, Laura Woodcock, a à peine 3 semaines et elle se bat pour sa vie. Depuis la naissance, elle présente les signes d'arythmie cardiaque. Au moment de sa ronde, l'infirmière responsable de l'unité 4B note que la petite Laura Woodcock présente des troubles respiratoires. Elle semble fiévreuse et son rythme est irrégulier. Récemment, les cardiologues ont révisé leur diagnostic et ont arrêté son traitement à la digoxine, un médicament qui permet de régulariser le rythme cardiaque. À la fin de son quart de travail, à 8 heures, Bertha Bell doit informer Susan Nails, l'infirmière du jour, de l'état préoccupant de la petite Laura et elle demande qu'un médecin la voie le plus vite possible. À 9h40, en cette magnifique matinée ensoleillée de juin, la petite Laura Woodcock meurt subitement d'un arrêt cardiaque. L'hôpital pour enfants malades de Toronto, situé au centre-ville de Toronto, jouit d'une solide réputation pour la qualité de ses soins. Rien n'aurait pu préparer son personnel à cette sombre saga qui va bientôt s'abattre sur l'établissement. Entre juin 1980 et mars 1981, à l'hôpital pour enfants malades de Toronto, il y a eu une augmentation subite des décès dans un département particulier. Les infirmières qui travaillaient au département de cardiologie de l'hôpital pour enfants malades étaient préoccupées par le nombre élevé de décès qu'il y avait dans leur département. Elles travaillaient avec des enfants très malades, certains avec des problèmes cardiaques extrêmement sévères. Et bien sûr, on s'attend à un certain nombre de décès. Mais il semblait qu'on avait affaire à un plus grand nombre de décès qu'auparavant. 8 jours après le décès de la petite Laura Woodcock, Allen Perrault, un poupon d'1 mois, meurt subitement à 13h45. 2 semaines plus tard, Andrew Bilodeau, lui aussi âgé d'1 mois, meurt à 14h10. Suivent coup sur coup les décès de David Taylor et de Amber Dawson. Le personnel hospitalier est inquiet. Elles ont parlé de leurs préoccupations avec le personnel médical et on les a rassurées en leur confirmant que chacun de ces décès était en rapport direct avec la condition médicale des victimes. En septembre, et 20 autres morts plus tard, une enquête interne est ouverte. Puis, un rapport du bureau du coroner concernant un des enfants morts en janvier faisait mention d'un taux très élevé de digoxine dans le sang de la victime. Administrée massivement, la digoxine peut être mortelle. Or, les analyses toxicologiques révèlent que l'enfant a reçu une dose 13 fois supérieure à la norme. La digoxine est le produit dérivé d'une plante qu'on utilise pour traiter l'arythmie cardiaque et aussi pour augmenter la puissance des battements cardiaques. Et tous ces bébés avaient été traités avec la digoxine. C'étaient surtout des prématurés très petits et qui se battaient pour rester en vie. C'était une prescription parfaitement pertinente pour ce type de cas. Aussi, il n'est pas surprenant que l'analyse sanguine post-mortem ait révélé la présence de ce produit dans leur sang. 2 semaines plus tard, un 27e et un 28e bébé meurent subitement. Là encore, l'autopsie révèle des doses anormalement élevées de digoxine.
Cette fois, plus de doute. Quelqu'un empoisonne les poupons de l'hôpital. Le dossier est de facto transféré à la police de Toronto. 2 jours après que la police eut été amenée sur place, parce que sa présence avait été réclamée pour assister le coroner et non pas pour faire une enquête criminelle, ils ont émis l'hypothèse de possible meurtre. Les membres du personnel, médecins, infirmières et employés d'entretien, sont interrogés et leur casier inspecté. Vu le climat de suspicion, les infirmières consultent Elizabeth McIntyre, une jeune avocate qui débute sa pratique. Elle leur conseille de ne pas parler sans la présence d'un avocat. Le 22 mars, un autre bébé meurt. Les autorités comprennent qu'elles doivent agir promptement. Cela s'est passé autour du 20 ou du 21 mars. Le 25 mars, on arrêtait Suzanne Nels et on l'accusait du meurtre de l'un des enfants. Lors de son arrestation, la jeune infirmière refuse de répondre aux questions des policiers. Elle aurait dit aux policiers qu'elle souhaitait parler à un avocat avant de répondre à leurs questions. Et c'est cette réaction qui aurait convaincu les policiers qu'elle était bel et bien coupable. Plus de la moitié des morts suspectes sont survenus durant le quart de travail de la jeune infirmière de 18 ans. Susan Nels était l'une des infirmières qui travaillait au département de cardiologie de l'hôpital. Les infirmières étaient divisées en équipes et la police avait découvert que cette équipe était au travail lorsque plusieurs de ces morts suspectes s'étaient produites. Or, juste avant cette arrestation, un autre enfant était décédé. Un enfant placé sous la supervision de Susan Nels. Malgré cette arrestation, l'établissement continue d'être le théâtre d'événements étranges. En septembre 1981, une infirmière de l'unité des soins cardiaques découvre dans sa salade, achetée à la cafétéria de l'hôpital, une capsule de propranolol, un autre régulateur cardiaque. Quelques jours plus tard, Phyllis Trainer, une seconde infirmière, trouve dans sa soupe, elle aussi prise à la cafétéria, 2 capsules du même médicament. Flanqué de 2 de ses avocats, la prévenue est apparue calme. C'est le 11 janvier 1982 que débute l'enquête préliminaire de Susan Nels, suspectée de la mort de 4 des bébés. Je crois que les procédures ont commencé au début de 1982 et ont duré environ 6 mois. À la fin, le juge Wanach a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour tenir un procès. À l'instant, le juge David Wanach a estimé qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour affirmer qu'elle avait administré des doses fatales de digoxine à 4 bébés de l'hôpital pour enfants malades de Toronto. La preuve de la couronne s'effondrait. Suzanne n'était pas en devoir lorsque ses enfants, ou du moins certains de ses enfants, étaient décédés. De fait, elle était en vacances à l'étranger. Alors, s'il y avait bel et bien eu un geste ayant provoqué la mort, il est clair que Susan Nels n'en était pas l'auteur. Susan Nels est innocentée, mais le mystère de ces morts suspectes de poupons reste entier. Qui les a tués? Il continuait de régner un climat de suspicion entourant le fait que les bébés de l'hôpital pour enfants malades avaient été assassinés et qu'aucun coupable n'avait été identifié. Les événements à London, à 200 km de Toronto, vont bientôt ajouter un nouveau suspect, invisible celui-là. Dans sa clinique de radiologie, le docteur Gavin Hamilton cherche à comprendre pourquoi il fait face à une augmentation de réactions allergiques chez ses plus jeunes patients. J'étais radiologiste spécialisé dans les diagnostics avec un intérêt spécifique concernant les maladies du rein. Et j'avais réalisé environ 1 millier de radiographies spéciales des reins, du genre de celles où on injecte un colorant dans le bras. Le colorant circule dans le système et les reins absorbent le colorant, lequel est alors visible sur les radiographies.
J'avais remarqué un nombre anormal de réactions mineures au colorant. C'est alors que j'ai pensé qu'il y avait peut-être quelque chose d'anormal avec le colorant que nous utilisions. Alors j'ai changé de l'eau de colorant, mais les réactions continuaient. Ses premières recherches lui permettent de constater que la teinture est contaminée par une substance toxique et allergène qui provient de l'embout de caoutchouc dans les seringues qu'il utilise. À court de suspects, à Toronto, les autorités se tournent vers le Centre américain pour le contrôle des maladies, le ACDC, un organisme américain chargé de déterminer la nature de décès inexpliqués. Le Centre d'Atlanta pour le contrôle des maladies s'est vu confier le mandat de faire une enquête indépendante concernant les éléments de preuve dans le décès des enfants. De toute évidence, l'une des observations était l'augmentation inexpliquée du nombre de décès qui se produisaient dans ce département en particulier, en comparaison avec les 9 mois précédents. Dans ces conditions, la question devenait « Pourquoi davantage de morts dans ce département alors que ce n'était pas le cas auparavant ?» La mort par injection de digoxine est formellement établie dans au moins 10 de ces décès. Les experts américains confirment l'hypothèse de la police de Toronto. Il y a un tueur en série à l'hôpital pour enfants malades de Toronto. Un ange de la mort s'emploie à éliminer les petits patients de l'unité des soins cardiaques. Leur rapport a été déposé à l'automne 1982 et la conclusion en était qu'il y avait eu 8 meurtres. Alors vous pouvez imaginer l'impact que la publication de ce rapport a eu sur la perception du public et la force de la réaction suscitée, réclamant que quelque chose soit fait. Le ministère de la Justice de l'Ontario ordonne une commission royale d'enquête. Le juge Grange remet son rapport après 191 jours de déposition. Selon lui, 8 des enfants du HSC ont définitivement été assassinés et 13 autres l'ont peut-être été. Le magistrat n'accuse toutefois personne de ces méfaits. Il suggère même une compensation financière pour Suzanne Nels. Le système a fonctionné, mais à un prix exagéré. Et ce prix a été payé par Susan Nels. Si le rapport du juge Grange ne cible aucun suspect, les taux de digoxine chez les poupons décédés demeurent une cause apparemment incontournable. Puis, en décembre 1987, le docteur Ed Napke de Santé Canada appelle le docteur Gavin Hamilton. Dans la revue médicale, il a lu l'article du radiologiste sur ses recherches sur la contamination au MBT par les seringues. Il lui demande si le MBT ne serait pas en cause dans les morts des enfants attribués à la digoxine à l'hôpital de Toronto. J'avais pris en compte la digoxine dans ma recherche sur le MBT. Le MBT est une toxine. C'est toxique pour les cellules. Et plus encore, on a prouvé que c'était une toxine à effet cumulatif. À la manière d'un enquêteur de police, le docteur Hamilton traque le fameux tueur en série des enfants sous la garde de Susan Nels. Mais pour lui, ce tueur n'a pas de visage. À la même époque, entre 1981 et 1983, au Centre national d'analyse des médicaments aux États-Unis, il procédait à des tests sur des seringues à dose individuelle. Ils étaient confrontés à un problème, et ce problème concernait la digoxine. Ils ont découvert que le taux de digoxine était beaucoup plus élevé que ce qui était indiqué sur les unités destinées à être injectées. Alors ils ont remonté le fil et se sont intéressés aux méthodes utilisées pour tester la digoxine. Et ils se sont rendus compte que c'était le test de PLC qui était erroné. Il mesurait quelque chose d'autre que la digoxine. De fait, il mesurait le MBT. La plupart des méthodes utilisées à l'époque impliquaient l'usage d'un anticorps pour réagir à une substance donnée. Or, le problème revient à ceci: jusqu'à quel point l'anticorps est-il capable de reconnaître la digoxine et seulement la digoxine?
Mais dans ce cas-ci, l'anticorps réagissait à plusieurs substances à différents degrés. Les MBT, qui contaminent ainsi les seringues et qui faussent les analyses des taux de digoxine lors des autopsies des poupons, sont de plus aggravés par le format des seringues utilisées. Le problème avec les enfants, c'est qu'on utilise sur eux le même type de seringue qu'on utilise pour les adultes. En conséquence et en simples termes de proportion, les enfants reçoivent des doses beaucoup plus concentrées de MBT dans leur corps. Cette toxine insidieuse, qui a échappé aux enquêteurs à Toronto, a également trompé les autorités des Pays-Bas, où une vague de mystérieux décès de poupons a également sévi. Un nouveau cas en provenance des Pays-Bas présentait des similarités étonnantes avec ces cas d'analyse. Une infirmière avait été condamnée pour avoir administré de la digoxine à des bébés. Cette infirmière, Lucia de Berck, sera finalement libérée au bout de 6 ans d'incarcération, grâce entre autres aux recherches du docteur Gavin Hamilton. Mais une toxine invisible ne fait pas un bon tueur pour la presse à sensation. Les préjugés sont tenaces. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens demeurent convaincus de la culpabilité de la jeune infirmière de Toronto. On dirait que le préjugé demeure, à la fois dans l'esprit de la police comme dans celui du public, lesquels, de manière générale, aiment bien les infirmières. Mais on dirait qu'ils se plaisent à croire qu'il y a toujours un monstre qui se cache parmi elles et, lorsque quelque chose tourne mal, on dirait que c'est une manie pour la police de sauter à la conclusion qu'une infirmière est coupable. Ce qui mène alors à une surenchère de la part des médias pour en faire une énorme histoire. Dans l'affaire des enfants au HSC de Toronto, les enquêteurs ont été confrontés par le risque d'entacher la réputation des infirmières et par celui de ne pas trouver les coupables. Ultimement, il ne peut y avoir qu'une vérité. Encore faut-il la trouver. Les bambins à Toronto sont-ils décédés de causes naturelles ou ont-ils été assassinés? Teresa alors, s'est-elle perdue dans les bois Compton ou y a-t-elle été agressée? Le détective Louis-Georges Dupont à Trois-Rivières a-t-il été tué ou s'est-il suicidé? Dans certaines affaires, la vérité s'entoure d'un voile de mystère pendant trop longtemps.